Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la hors-série Inclusion du balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Lia Ferranti et je suis chargée de projet bénévole au sein du comité idéation et programmation à l'HCCM et je suis également la cofondatrice d'Ala3 Média, une agence créative de podcast à impact. Et aujourd'hui, je serai votre animatrice. J'ai la chance de recevoir Paloma Pereira et Ibrahim Kaboré pour parler de l'écosystème d'intégration au Québec. Alors, merci d'avoir accepté de parler au micro aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous seriez à l'aise de vous présenter brièvement et de nous parler un peu de votre arrivée au Québec? Paloma, est-ce que tu veux commencer? Ouais, OK. Briser la glace. Je suis arrivée en 2016. Donc, avant pandémie aussi. Bientôt 10 ans. C'est sûr que on parle de la pandémie à un moment donné, oui. Je suis arrivée du Brésil. Je suis originaire du Brésil, donc directement du Brésil à la ville de Québec, en fait. J'accompagnais, à l'époque, j'accompagnais quelqu'un. Donc, j'ai découvert la ville de Québec, écosystème, marché de travail. Première fois parler français aussi, donc j'ai appris le français là-bas. Et depuis, j'ai déménagé aussi à Montréal. J'ai toujours travaillé avec immigration. Voilà, je pense, comme petit début de présentation, et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Génial, merci beaucoup. Alors, donc, tu arrives à Québec, bientôt 10 ans, félicitations. Puis en plus, tu as appris le français. Oui. C'est dû quand même être un sacré challenge. Félicitations pour ça. Oui, oui. C'était une belle méthode, en fait, de vraiment être dans l'immersion de nouvelles langues. Ouais. Parce que je parlais très bien anglais, en fait, à l'époque, mais comme je déménageais à la ville de Québec, oui. Mais j'ai essayé aussi d'utiliser ça comme un levier de quand les gens essayaient de changer vers l'anglais, je disais ah, non, non, no, no English, no English. Donc, on essayait vraiment pour que je puisse me pratiquer, commettre mes erreurs, mais aussi, c'est ça, essayer d'avancer dans les français. Absolument. Donc, c'est vraiment dans l'immersion, dans la conversation, en m'exposant que j'ai développé le français. Ouais, c'est ça. Bravo, félicitations. Tu parles super bien français, vraiment. Merci. C'est très impressionnant. Puis en plus, tu as relevé un point qui est super important et que souvent au Québec, parce que c'est une société qui est très polie, puis qui a beaucoup de gens qui sont bilingues. Fait que ça, c'est une erreur qu'on fait souvent quand on veut aider quelqu'un qui apprend le français. On a l'impression qu'en switchant dans une autre langue, on va l'aider, surtout en anglais. Donc ça, c'est un super point qui est important d'être rappelé pour les auditeurs aussi. Quand vous entendez quelqu'un qui essaie d'apprendre le français, il faut juste continuer à parler français, simplifier, des fois, changer juste le mot, reformuler, ça suffit à aider quelqu'un qui apprend. Mais ça suffit, je pense, dans la propre conversation, poser la question. Absolument. Mais j'encourage tous mes collègues, les gens que je côtoie au travail, surtout donc les nouveaux arrivants, je les encourage à juste insister. Ouais, non, pas anglais, français. Et comme ça, vraiment, ils vont s'exposer et essayer de continuer le français, ça c'est sûr. Ouais. Génial, merci beaucoup. Puis tu travailles chez Connexa. Est-ce que tu nous parlais un petit peu rapidement de qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai toujours travaillé dans le milieu de l'immigration pour accompagner de nouveaux arrivants, faire vraiment de tout ce qui est lié à l'immigration, et donc à l'accueil, intégration, etc. Et depuis cette année, j'ai rejoint Connexa. On est une entreprise, en fait, pour accompagner les entrepreneurs, mais immigrants. Donc, il y a aussi des façons d'immigrer au Canada, vers les Québec, surtout. Les Québec a vraiment des programmes très, très, très intéressants et exclusifs au Québec. Et donc, ça permet les immigrants de venir directement, soit pour, commencer pour s'élancer en entrepreneuriat, ou s'ils ont déjà aussi les parcours, la fibre et tout. Donc, il y a de programmes d'immigration dédiés à ça. Donc, Connexa, c'est notre expertise. On accompagne tous les types d'immigration, mais surtout l'immigration d'affaires. Génial, merci beaucoup. Et toi, Ibrahim, est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement de comment tu es arrivé au Québec? Tu es originaire du Burkina Faso. À quel âge tu es arrivé ici? Comment ça s'est passé, ton intégration? Et où tu travailles maintenant? Rapidement, ton parcours. Merci beaucoup, Lia. Moi, ça fait maintenant officiellement, je pense, 12 ans que je suis définitivement installé au Québec.
Mais j'ai commencé mes premiers contacts avec le Canada dans les années 2010, en 2010. Puis parce que j'ai été invité par le réseau Entraide d'Université mondiale du Canada, venir animer des conférences ici sur le leadership et puis l'entrepreneuriat au milieu étudiant. Donc, ça a été mon premier contact avec le Canada. Et puis après ça, je suis revenu travailler une année complète. Et après, je suis retourné chez moi, dans mon pays, et diriger mon entreprise parce que là-bas, j'étais entrepreneur. Et puis, une année après, j'ai décidé de revenir, donc m'installer au Canada. Puis là-bas, j'ai étudié en histoire africaine, l'histoire des structures économiques et démographiques africaines. Donc, c'est l'histoire de l'Afrique avant l'arrivée le contact occidental, donc avant l'arrivée de la colonisation. Donc, c'est vraiment l'Afrique dans sa culture traditionnelle. Et puis après, j'ai étudié en gestion de projet. J'ai fait un master en gestion de projet axé sur le développement. Puis quand je suis arrivé au Canada, j'ai changé de carrière. J'ai décidé de réétudier totalement au Canada. Donc ici, j'ai plus repris une carrière en entrepreneuriat. Donc j'ai fait un programme de second cycle en entrepreneuriat. Et après, j'ai fait un ESS en gestion et puis j'ai terminé avec une maîtrise en administration. Donc, c'est resté dans le profil de l'entrepreneuriat parce que je voulais voir comment évoluer en tant qu'entrepreneur ou dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que c'était mon centre d'intérêt. Mais mes premières expériences professionnelles, je les ai faites dans le domaine de la coopération internationale. Donc, dans les projets humanitaires, je travaillais comme chargé de projet à l'intérieur du Canada ici, mais plus vers le développement international. Donc, voilà un peu, en résumé, mon parcours. Et puis, aujourd'hui, je suis directeur général de l'organisme Entreprendre ici. Donc, ce que j'allais dire, on n'entend pas de notre chaise au fil de ton parcours. C'était un peu c'est ça. Aujourd'hui, on m'a confié la responsabilité de diriger Entreprendre ici, qui est un organisme qui a été créé en 2018 à l'initiative du gouvernement du Québec, notamment le ministère de l'Économie et de l'Innovation, avec la mission de valoriser l'impact de la contribution des entrepreneurs qui sont issus de la diversité ethnoculturelle dans la croissance économique du Québec. Donc, la clientèle, c'est les entrepreneurs nés hors du Canada ou nés au Canada, mais avec des parents nés hors du Canada. Donc, toute communauté culturelle confondue. On a deuxième génération. Exactement. Donc, on a l'organisme officiel mandaté de les référer au niveau de l'accès des ressources dans l'écosystème et développer des partenariats avec les réseaux, les regroupements d'affaires au Québec pour faciliter l'inclusion et puis aider dans les solutions d'intégration économique des immigrants et de valorisation de leur contribution au Québec. Absolument. C'est un organisme qui est très ancré dans l'écosystème, justement. Oui. Je pense que beaucoup de personnes qui travaillent ou qui gravitent autour du milieu de l'entrepreneuriat connaissent Entreprendre ici. Ouais. Les gens qui ont entendu parler des bourses de 25 000 $, c'est chez nous. Oui, donc, on voit dans les réseaux 25 000 $. Des vidéos, des galas aussi, on les voit souvent passer. Mais c'est important, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et surtout quand on entreprend. Exactement. Donc, mais l'argent, au fond, dans notre stratégie, c'est vraiment pour permettre à des entrepreneurs de sortir de leur terroir, de s'exprimer. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les mobiliser parce qu'après, on les redéploie dans l'écosystème d'accompagnement des entrepreneurs. C'est un peu la stratégie des bourses d'honneur. C'est ça. Donc, vous n'offrez pas un accompagnement, mais vous réorientez les entrepreneurs. Notre accompagnement, c'est la mise en relation. Donc, à la différence de dire, va, mettons, à la chambre de commerce, ça ne fonctionne pas comme chez nous. Ça va de développer un partenariat, avoir une personne ressource avec qui on envoie un entrepreneur et on assure un suivi. On peut vous appeler, on peut appeler l'entrepreneur pour voir qu'est-ce qui se passe. Et après, ça nous permet de récolter toutes les données des difficultés dans le cheminement de l'entrepreneur qu'on renvoie au gouvernement qui l'intègre dans l'étude, dans les analyses sur les problématiques des entrepreneurs issus de l'immigration au niveau de l'accompagnement de l'écosystème. Donc vraiment, tous les partenaires du ministère. Politique. Oui, on a vraiment un impact stratégique, politique et économique. On est comme coincé entre... Ça fait un travail intéressant, mais spécial. Mais oui, entre le lobbying et l'accompagnement. Exactement. Donc, très intéressant. Merci. Merci. Tu nous as dit justement donc, ta première approche avec l'écosystème québécois, ça a été quand tu as fait tes conférences. Et toi, Paloma, ça a été quoi la première fois que tu as été en contact justement avec cet écosystème professionnel québécois? Mais à Québec, j'imagine? Oui, mes débuts, c'était vraiment c'est tout lié à Québec. En fait, quand je suis arrivée, comme je ne parlais pas français, je parlais anglais couramment, je parlais espagnol, portugais, mais je ne parlais pas français. Donc, j'ai essayé, je voulais juste rentrer dans les marchés du travail, commencer à travailler. Et j'habitais dans un rue où il y avait que des hôtels. Donc, c'était facile. Je pensais, OK, j'aime bien parler, j'aime bien connaître les cultures. Donc, réceptionniste, on va commencer par ça. Mais je ne parlais pas français. Donc,
voilà, c'était pas un vrai possible. frein? Ouais, c'était en France, c'est sûr. Ouais. À Québec, oui, c'était en France. Et parce que, voilà. Et en fait, mais ils avaient, franchement, ils avaient les déjeuners inclus dans l'hôtel. Et je me suis dit, OK, parfait, je vais commencer par ça. Et c'est là vraiment mon premier début de connaître, de travailler avec des Québécois, de parler tous les jours avec des Québécois, et vraiment, mais en même temps, j'étais aussi exposée à tous les gens qui séjournaient à l'hôtel, donc de Absolument. partout au monde. Et ça me permettait vraiment, mais pourquoi tu vis au Québec? Et qu'est-ce que tu découvres ici? Etc. Donc, et c'était aussi une première exposition vraiment à comprendre la façon vraiment comment les Québécois travaillent. C'est sûr que cette première expérience, c'était quand même des travailleurs, c'est ça, de la restauration, de l'hôtel. Et c'était pour voir, OK, qu'est-ce qu'ils font après, comment ils ont trouvé cet emploi, pourquoi ils ont trouvé cet emploi. Donc, il y avait vraiment des gens de tous les niveaux. Il y avait des étudiants, il y avait des gens qui allaient sûrement être en retraite là-bas à l'hôtel. Donc, je peux vraiment commencer à comprendre ça. Et entre-temps, je faisais ça, donc juste les matins, donc j'avais l'après-midi, j'essayais alors de continuer à apprendre le français et mon stratégie vraiment donc d'intégration et d'essayer de décrocher mon premier emploi, c'était vraiment des cogner de porte. Donc, c'est ça que je faisais à chaque semaine. J'allais au début, ça c'était 2016, donc c'était une autre vague politique, ouais. Donc, mais à cette époque-là, il n'y avait pas autant encore vraiment de support aux nouveaux arrivants et c'était très, très limité selon ton statut. Donc, mon statut à l'époque ne me permettait pas vraiment d'être accompagnée par aucun organisme. Donc, il n'y avait pas de francisation pour moi, il n'y avait pas vraiment à comprendre les CV et tout ça. Mais j'insistais, je cognais des portes, je disais, ah non, mais je suis venue ici et je veux un emploi, c'est ça, je fais mes études, j'ai un bac en études internationales au Brésil, donc je veux commencer à travailler vraiment dans mon domaine, etc. Donc, je connais des portes, j'insistais et une personne, donc ça commence aussi à révéler un peu, je pense, la clé pour l'intégration et le développement ici, c'est vraiment les réseaux. Donc, une personne parlait avec une autre, parlait avec une autre, parlait avec une autre, et je revenais et donc, me mettais en contact avec quelqu'un ou avec un organisme. Finalement, bref, Tu en as trouvé. finalement, j'ai essayé, j'ai trouvé des organismes qui avaient 2 heures par mois pour me donner. Et donc, j'allais dans cet organisme-là, je commençais à refaire mon CV. Je pense, c'est sur mon CV 50 fois jusqu'à ce que c'était vraiment la version parfaite. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi chez Québec International. Et vous avez parlé donc tous les deux un peu de votre première immersion dans ce milieu-là. Ça a été quoi vos premiers chocs un peu? On parle souvent des chocs culturels. Moi-même, j'en ai vécu et pourtant je suis française. J'aurais cru que j'en vivrais pas, puis j'en ai vécu plein. Donc vous, c'est quoi vos premiers chocs culturels quand vous êtes arrivé justement dans ce milieu-là? Ibrahim, est-ce que tu veux prendre la balle au bon? C'est sûr qu'il y a un élément qui est évident. L'hiver, c'est vraiment... Jusqu'aujourd'hui, c'est un choc culturel que j'ai vécu au début, mais j'ai l'impression l'hiver a toujours un impact sur moi. Là. Pendant l'hiver, j'ai toujours plein de questions. Je me questionne pendant l'hiver et dès que l'hiver finit, je dis, je suis à la bonne place. Là, je suis heureux. Comme l'été, comme ça, là, je suis heureux tout seul. Le matin, je me réveille, je suis content. L'hiver, c'est bizarre. Je me sens un peu bizarre. Je me sens plus fatigué l'hiver et tout ça. Donc, je sens que l'hiver pèse, c'est ça qui est le choc. Mais j'ai appris la question du sport pendant l'hiver, c'est vraiment la solution. Puis, je n'ai pas vécu de grands chocs en tant que tel, parce que ma venue au Québec a suivi un processus. Moi, j'ai fait le contact avec le Canada depuis le Burkina. J'ai commencé à collaborer avec les Canadiens depuis le Burkina. Donc, j'ai déjà géré pas mal de chocs et puis j'ai appris beaucoup de choses. Ils m'ont donné beaucoup d'informations depuis là-bas. Donc, ça m'a aidé. Et quand j'ai dirigé un comité local d'un réseau canadien là-bas aussi. Et ce contact-là a vraiment facilité beaucoup de choses. Après, je suis venu d'abord en séjour pour les conférences. Après, je suis revenu travailler encore avant de décider de venir immigrer. Donc, comme j'ai suivi différentes étapes,
ça a déjà, comme il y a beaucoup de choses qui ont été résolues très vite, et puis ça facilitait ma vie. C'est pas comme si je suis tombé au Canada avec les Canadiens. Donc, j'avais déjà mes appréhensions sur certaines choses. J'ai validé certaines choses simplement. Donc, je considère que c'était les défis que j'ai vécu en tant que nouveaux arrivants. Peu importe, je pense que c'est vraiment des défis qui sont plus généraux. C'est le défi de pouvoir travailler dans ton domaine d'expertise. Ça, c'est ça. Le défi de la conciliation de l'urgence financière, parce que c'est quand même c'est un pays qui demande, qui est très dépensif. Je trouve que il faut tout le temps de l'argent pour tout. Tu ne peux même pas aller voir juste un ami et puis il faut apporter de la bière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de visite simple et ordinaire. Donc, chez moi, une visite, tu invites les gens chez toi. Tu sais, quand tu es prêt, quand tu invites les gens. Mais ici, tout le monde veut te voir, mais en même temps, à chaque visite, ça te coûte de l'argent. Donc, des fois, tu peux même mettre frein à une relation sociale à un moment donné où tu sens que tu as trop dépensé, beaucoup d'argent. Donc, juste aller au parc, là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire... Donc, ça, j'ai trouvé que c'était l'entretien, ça coûtait cher, le réseau social simplement, alors que c'était là où je trouvais que ça devait coûter moins cher quand on est entre amis et tout ça, et quand on est dans le développement, dans l'investissement pour développer un réseau plus professionnel, c'est là que j'étais plus prêt à mettre le coup. Mais là, je suis obligé de faire un budget social, budget professionnel, budget d'avenir, tout en budget. Donc, ça aussi, j'ai trouvé que c'était tout un style, quelque chose de très banal, mais qui finalement, pour un nouvel arrivant, le budget est serré, donc il faut calculer tes affaires. Puis tu veux aussi voir les gens parce que tu veux élargir ton réseau, mais les gens t'amènent à des places où aller à un événement, ça coûte de l'argent, ou juste aller chez eux, il faut apporter telle ou telle chose. Puis ça, j'ai trouvé que c'était difficile au début parce que ça coûtait cher et je n'avais pas le budget pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc, c'est super intéressant comme point, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on oublie aussi des fois, justement, quand on est privilégié et qu'on vient déjà d'un milieu dans lequel on a déjà tout accès à du réseau. C'est vrai que j'ai déjà eu des gens dans mon entourage qui ont dû exactement arrêter. Ils nous avertissaient pendant une période, là, c'est difficile, il va falloir que je ne peux plus aller à des événements parce que financièrement, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que c'est quelque chose culturel, je pense que on réalise comme pas quand on est dedans. Mais c'est vraiment un très bon point, je trouve. Et souvent, quand on parle de réseau professionnel, etc., ça a des frais, évidemment, d'aller rejoindre ces événements-là. Donc, je trouve que c'est un très bon point que tu relèves. Ouais. Et toi, Paloma, est-ce que tu as eu un choc comme ça C'est quoi, mettons, un des points marquants qui t'a fait avoir un choc culturel quand tu as eu tes premiers contacts professionnels? Mais côté professionnel, je pense que mon choc culturel, c'était peut-être partout où il y a des codes, ouais, même dans notre pays, si on change des types d'événements, des relations sociales, des classes, on passe de l'académique au corporatif, où on travaille en industrie. Donc, tout ça change. Et ici, même, il y avait, je pense, la façon de travailler, quand je travaillais en hôtel, c'était une façon, et la façon de travailler en corporatif, c'était une autre façon. Ou même quand ici à Montréal, je travaillais dans une compagnie de jeux vidéo, c'était aussi un autre code. Donc, je pense il y a... Et surtout, comme ça, c'est pas la base, c'est pas ici que je grandis. Donc, comme Ibrahim aussi, c'est très normal pour moi. Je pense, surtout dans l'Amérique latine, peut-être en Afrique aussi, mais quand on travaille, les relations d'amitié et professionnelles, elles sont en synergie un peu. C'est très fusionnel. Et ici, non. Et pour moi, au début, c'était difficile de comprendre que ce n'est je n'ai pas besoin vraiment de connaître toute sa famille, de connaître qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur. Donc, c'est vraiment des casual talk. Donc, c'est correct. On parle beaucoup de temps, surtout, ça dépend de la saison. C'est correct. On parle qu'est-ce qu'on a fait le week-end. Et parfois, ça s'arrête là et c'est très bien comme ça aussi. Donc, c'était pour moi intéressant de naviguer et de comprendre et d'être à l'aise avec ça aussi.
Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi parmi les Mhm. nouveaux arrivants qui disent que franchir cette première étape, leur premier ami québécois ou québécoise, des fois, c'est comme un challenge aussi. Justement, je pense c'est code. Ça s'applique aussi au milieu professionnel. Je pense la première Oui. fois que tu crées vraiment une relation avec un collègue de travail, des fois, ça comme prend du temps de comprendre un peu justement ces étapes-là, ces différences culturelles. Donc, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de nouveaux arrivants passent à Mhm. travers. Est-ce que vous avez d'autres exemples un peu d'enjeux ou de choses que vous voyez typiquement chez les nouveaux arrivants, d'erreurs un peu classiques qui sont faites quand on arrive au Québec? Ibrahim, est-ce que tu as quelque chose? Tu peux... Euh, pour, c'est que je peux partager comme des pièges à éviter, c'est la différence entre l'information communautaire et l'information professionnelle. Ça, c'est vraiment, une fois qu'on arrive au Québec, on a des forcément, ou souvent qu'on a développé des premiers contacts, ou on était déjà en contact avec un certain nombre de personnes avant d'arriver. Il faut, quand on arrive, ce sont ces premières personnes souvent qui nous donnent de l'information. On pose des questions à ces personnes-là, mais des questions existentielles qu'on pose à des gens non professionnels, des amateurs qui nous répondent avec des réponses d'amateurs. C'est ça qu'il faut faire attention. Ça, je ne dis pas de ne pas écouter, mais il faut valider les informations dans les milieux professionnels avec les personnes qui sont qualifiées pour répondre à ces questions. Ça, c'est vraiment... ça peut arriver qu'on dise... Je prends un exemple concret. Quand je suis arrivé, quelqu'un m'a dit, ah, si tu ne fais pas toute la reconnaissance des diplômes finis, ben, tu pourras pas trouver, par exemple, un emploi. Il faut d'abord, voilà, les étapes, il faut finir toute la reconnaissance des diplômes, l'équivalence, pour que tu aies tout ce document que le ministère va t'envoyer. Mais c'était une fausse histoire. Si j'avais suivi ça, j'aurais perdu 3 ans, 2 ans de ma vie à attendre un papier de reconnaissance qui est équivalent à un diplôme qui me remet dans le même parcours de recherche d'emploi. Donc là, en appelant par exemple des professionnels pour avoir l'information jusqu'au ministère, ça c'est une dimension. Dans certains pays, peut-être certains immigrants vont se reconnaître là-dedans, l'accès à l'information publique est un peu plus difficile. Pour connaître la vraie information, c'est difficile. Au Québec, un numéro de téléphone, tu peux avoir l'information. Tu insistes c'est sûr que l'attente peut être long, mais le jour que tu vas tomber sur la porte personne, tu vas vraiment être satisfait. Ça, c'est comme l'accès au système de santé, là. C'est difficile de rentrer, mais si tu rentres là-dedans, même si c'est une opération à faire, on va plus te laisser partir tant que l'opération n'est pas faite. Donc, c'est comment rentrer qui est le problème. Et une fois que tu es là-dedans, tu peux dire que tu es sécurisé. Donc, c'est développer de la patience pour avoir accès à l'information professionnelle par rapport à leurs besoins. Ça, c'est vraiment un élément fondamental parce que c'est qu'avec le temps, j'ai compris que les gens partageaient leur parcours personnel. Mais souvent, nos parcours sont totalement différents. Pour avoir expérimenté quelque chose qu'on a voulu faire et qu'on n'a pas pu le faire, pour X, Y raison, et puis on pense que c'est la normalité. Mais non, c'est notre expérience. Une autre personne va venir, ça va être facile. C'est pour ça que souvent, la question même de l'accès à l'emploi et plein de choses, c'est difficile. L'autre piège que je peux dire, c'est vraiment la question de développer de la patience, avoir un objectif. Ce qu'on réalise souvent, on tombe dans la facilité. Une des choses que j'ai pris le temps avant de comprendre au Canada, c'est que les premiers emplois influencent tes prochains emplois. Et ça, beaucoup d'immigrants tombent dans le piège de dire, ben, je suis qualifié, je suis un immigrant qualifié, j'ai de l'expertise dans ça, mais tu cherches de l'emploi et puis tu te retrouves à un poste peut-être qui est inférieur et puis tu dis, ben, je vais réétudier, je vais faire tout ça. En attendant, je vais aller faire telle chose qui n'a rien à voir avec tes compétences professionnelles. Tu fais tout ton parcours théorique et le jour que tu pars chercher de l'emploi, ben, on te demande tes références. Qu'est-ce que tu as comme référence? Tu as des références dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ta profession. Donc, les gens qui te réfèrent. Et ça, c'est une chose que j'ai vue qui n'est pas nécessairement partout. Ce n'est pas partout qu'on demande à ton ancien employé de te référer. Alors que si tu commences dans un parcours où tu évolues, tu sais que ton objectif, c'est d'atteindre ça, mais tu sais que ça va te prendre des étapes. Mais reste là, dans ton domaine, et fais confiance que dans ton domaine, s'il y a bien un pays où tu peux choisir une carrière et faire, c'est ici. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je peux décider d'être conseiller en entrepreneuriat. J'ai demandé qu'est-ce que ça prenait pour faire tout ça. Ils m'ont expliqué parce que c'était la carrière qui était la plus proche de qui je suis en tant qu'entrepreneur parce que je n'avais jamais travaillé. Donc, et je devais devenir professionnel. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui est au moins proche de l'entrepreneuriat ou qui valorise la culture entrepreneuriale. Mais c'est un choix que j'ai fait. Ça allait avec un parcours académique. Et après, j'ai aussi suivi mon parcours professionnel comme ça. Et ça a évolué tout seul. Donc, je pense que depuis mes premiers emplois, tout le reste, c'est devenu des sollicitations pour que je travaille. Et ça évolue de cette façon. Après, quelqu'un te présente une opportunité, tu saisis, puis ça roule. Donc, ce sont les deux éléments-là que je peux dire aux gens. Se construire un objectif,
et faire confiance à l'information professionnelle qu'à l'information communautaire, ne pas se limiter à ça et puis comprendre qu'eux vont définir leur parcours et peut-être c'est leur parcours qui va changer les choses, qui va devenir la source d'inspiration pour les autres. Absolument. Ben justement, tu parles beaucoup de ces ressources, de comment on s'informe. Est-ce que rapidement, comme ça, tous les deux, vous auriez quelques ressources à nous recommander pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui entend ce balado-là et qui ne sait pas où aller? Paloma ou Ibrahim Au niveau, par exemple, de l'accueil aux immigrants, il y a toujours, à travers tout le Québec, il y a les centres d'accueil et d'intégration des immigrants. Ça, ce sont des réseaux qui sont accrédités et qui vont accompagner, qui ont des professionnels à l'intérieur. Tu vas aller voir simplement dans n'importe quel site du gouvernement. Tu t'en vas, Google, vous partez googler simplement ce que vous voulez et vous allez pouvoir trouver une référence d'un site professionnel. Ça ne vous dérange pas, vous allez regarder toujours dans le site, vous allez toujours voir les professionnels qui sont identifiés, qu'est-ce qu'ils font. Prenez la peine de les contacter, de les appeler. Ça ne dépasse pas ça, c'est vraiment très simple comme ça, moi que je regarde. Même si tu veux aller étudier, Internet, c'est vraiment un réseau d'information. Tu peux aller lire, avant même de contacter la personne, tu te prépares. Ça veut dire que tu as déjà la base de l'information pour que quand tu rencontres un professionnel, c'est pour valider et aller plus loin avec certains détails. Puis après, chercher à rencontrer des personnes qui ont un peu votre profil, qui travaillent déjà. Pour moi, ce sont ces genres de ressources-là, l'information stratégique parapublique, qui sont les centres d'accueil, les centres d'employabilité. Il y a tout un réseau, plus de 300 centres conseils au Québec en employabilité. Donc, on a accès. Tous les centres que vous contactez, ils vont pouvoir vous aider pour l'intégration professionnelle. Si vous êtes jeune, il y a même des réseaux spécialisés comme les réseaux de Carrefour Jeunesse Emploi qui existent. C'est des réseaux spécialisés pour les jeunes par arrondissement. Si vous avez besoin de l'entrepreneuriat, il y a tous les réseaux. L'entrepreneuriat, tu as juste à écouter, à écrire accompagnement en entrepreneuriat et puis je peux te parier que tu as 1 million d'organismes là. Donc, c'est ce que je peux dire pour ne pas... Parfait. Si ça peut compléter, ouais. Oui, absolument. Et Paloma, est-ce que rapidement, comme ça, il y en a un autre qui te vient à compléter? Ben oui, si jamais il faut vraiment genre mentionner, c'est sûr que les 3 premières que je mentionne tout le temps, c'est fun, mais c'est les do en un. Il y a une page spécifique de mes filles aussi où on peut vraiment, il y a 4 filtres. Je travaille là-dedans presque tous les jours que je connais, mais il y a 4 filtres. Tu peux vraiment filtrer, oui, choisir, sélectionner selon ta langue, selon la région où tu habites et selon ce que vous cherchez, donc entrepreneurial ou intégration ou accompagnement, inscription scolaire. Donc, il y a vraiment ces 4. Il y a un 4e filtre, alors que je ne me rappelle pas. Mais c'est sûr que ces deux-là, et il y a les deux en un, c'est très intéressant, les deux en un. Je l'ai découvert justement, donc 3e, peut-être, ressource, c'est le Salon de l'immigration. Ça, c'est incontournable pour les nouveaux arrivants ou pour les immigrants en général. Tout à l'heure, Ibrahim, tu as mentionné un petit peu le fait que c'était important aussi de rencontrer des gens qui ont des profils qui nous intéressent. Dans cette même ordre d'idée, c'est dans notre réseau, c'est une façon aussi de faire ça, d'aller rencontrer, d'appeler ou juste de se connecter avec des personnes qui font ce qu'on veut faire ou qui ont déjà des rôles un peu plus hauts dans la hiérarchie. Et en se bâtissant un réseau, c'est comme ça qu'on y accède. Comment vous avez fait en arrivant au Québec pour commencer à bâtir votre réseau? C'était quoi la première chose que vous avez mis en place? Ben, moi, c'est sûr, c'était les organismes d'accueil, donc les centres d'employabilité. Donc, vraiment, j'allais chercher les ressources. Donc, je commençais à participer de beaucoup d'événements de réseautage. Donc, Ibrahim a mentionné avant, oui, que c'est sûr que parfois, ça prend du budget, mais parfois, ça ne prend pas de budget. Il faut vraiment juste chercher. Donc, donc c'est très important de s'exposer. Donc, dès que tu essaies d'aller dans un premier événement, mais même si tu parles à personne, tu vas peut-être être plus à l'aise d'aller dans une 2e, dans une 3e. Donc, il faut vraiment s'exposer. C'est comme, je pense, peut-être avec l'idée de l'hiver, quand on est un nouveau arrivant ici, il faut toujours comprendre, comme c'est l'hiver, il faut sortir de la maison. On ne peut pas rester à la maison. Il faut s'exposer, il faut développer le réseau, il faut dire ce qu'on veut aussi, il faut dire ce qu'on veut peut-être un jour, je veux travailler dans ça, comment est-ce que je fais? Je pense, pour celles qui ne veulent vraiment pas essayer en personne, mais il y a LinkedIn. LinkedIn, oui. C'est sûr que c'est les réseaux en ligne les plus utilisés au Canada.
Donc, il ne faut pas avoir peur de... Je vois encore parfois des gens que ah, mais je ne connais pas cette personne. Est-ce que je peux vraiment l'ajouter? Oui, il faut ajouter la personne. Il faut envoyer un petit message justement après. Souvent, on ne va pas avoir de réponse, mais parfois, on va avoir 1, 2, 3 réponses qui vont être la clé ou qui vont ouvrir des portes. Donc, pour les réseaux, vraiment, je pense que le mot-clé, la chose à faire, c'est de s'exposer, s'exposer et parler, 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 essayer, se pratiquer. C'est comme ça que les portes s'ouvrent. 100% d'accord. Et toi, Ibrahim, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus? Comment Ouais, tu as commencé avec ton réseau? je pense que il y a certains éléments qui sont très similaires. Moi, dans mon cas, mon premier réseau avec qui je suis plus collaboré, ce sont les amis canadiens que je m'étais déjà fait dans mon pays d'origine, depuis le Burkina. Quand je suis arrivé ici, c'est vraiment un monde qui m'a été très utile et puis très reconnaissant si certains m'écoutent. Et après ça, il y a aussi mes collègues professionnels. Quand je travaille dans la coopération, les lunchs de midi, il ne faut pas négliger ça. Quand je partais manger midi, me donnais l'objectif de manger au moins une fois avec chaque collègue. Puis il y avait des collègues, on était dans différents départements, donc il y avait des gens que je ne voyais jamais. Puis j'ai créé l'opportunité d'aller luncher ensemble. Puis quand je discutais avec eux, j'apprenais à les connaître, mais je récoltais de l'information qui m'était utile. Et puis, quand j'ai décidé maintenant de changer de carrière, c'est après avoir fait l'expérience de la formation lancement d'une entreprise. C'est vraiment une très belle formation, moi, qui a changé, qui m'a aidé à changer de carrière totalement. Parce que quand j'étais dans cette ambiance-là, j'étais avec des entrepreneurs, j'étais avec des formateurs en entrepreneuriat, puis des conférenciers, des intervenants qui venaient faire des conférences. Écoute, ça a tout changé. J'ai dit, je viens de trouver exactement là où, qu'est-ce que je veux faire. Parce que la coopération, quand je travaillais dans mon pays, en tant que partenaire, ce n'était pas la même réalité que quand je suis venu travailler dans les bureaux ici. Je trouvais que c'était beaucoup d'administration, beaucoup de formulaires remplis, des rapports. À l'époque, avec l'Agence canadienne de développement international, c'est 1 million de formulaires à remplir, des objectifs cadres. Quand j'y pense aujourd'hui, là, et puis j'ai dit, bon, écoute, ça ne correspondait pas, alors que moi, je voulais être quelqu'un de terrain, je voulais faire certaines choses. Je me suis retrouvé à juste faire de l'administration et tout ça. Ça ne correspondait pas. Donc, quand j'ai fait la rencontre de lancement d'entreprise, j'ai décidé de changer de carrière. Mais ce groupe de formation, ça a déjà été un réseau qui m'a été très utile. Les formateurs, je les ai ajoutés sur mes réseaux. Après, j'ai commencé à converser. Puis, je me rappelle que j'ai rencontré un des formateurs d'ailleurs. Et puis, on a échangé pour regarder comment ça se passait. Et puis, ça m'a poussé vers l'université. Quand j'ai eu toute cette expérience, j'ai dit non, il faut que j'aille m'outiller parce que la réalité de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, au Burkina, c'est différent de l'environnement québécois. Donc, il faut que je découvre les codes d'affaires, comment ça fonctionne ici. Puis quand je suis reparti à l'université, mon réseau universitaire, c'était un autre gros levier parce qu'il y avait beaucoup de professionnels. C'est ça que j'ai découvert aussi à tout âge, les gens étudient ici. Ça, c'est pas quelque chose qui est très courant dans mon pays d'origine, par exemple. À un certain moment, les gens ont plus ils veulent plus vraiment retourner aux études. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu décris. Moi aussi, j'ai fait mes études ici. C'était mon premier réseau, mon réseau professionnel étudiant. Puis on dirait qu'on ne réalise pas la force que ça peut avoir, même si ce n'est pas forcément le réseau qu'on va garder après quand on choisit sa carrière. Puis moi aussi, j'ai un réseau d'entrepreneurs qui a été vraiment une illumination quand je l'ai découvert là, de gens qui se ressemblent. Donc un réseau, ça se bâtit, je suis vraiment d'accord. Puis ça évolue aussi avec nous. Et c'est un peu la richesse qu'on a au Québec, je pense. T'as nommé un petit peu le fait que quand tu es arrivé au Québec, justement, tu avais déjà un peu ton réseau de gens qui venaient du Québec et du Canada. Comment, justement, vos communautés d'origine, est-ce qu'elles vous ont appuyé là-dedans aussi? On entend souvent les immigrants qui ont encore des amis de leur pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé, vous, d'avoir votre communauté pour vous soutenir quand vous êtes arrivé? Moi, ça m'a été très, très utile. Et puis, je conseille de ne aucunement négliger le réseau de sa communauté parce que deux fois, ils vont vous raconter leur expérience personnelle et puis on se ressemble. Hein, donc, on se définit, on les regarde, on se compare. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé, je me suis impliqué bénévolement dans l'association des Burkinabés du Grand Montréal, par exemple. J'ai été chargé des activités culturelles. Après, j'ai été secrétaire général de ce réseau-là. Mais ça, c'était une belle opportunité parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres anciens membres de la communauté qui sont ici depuis une trentaine d'années, qui sont totalement... Il y a certains, si tu les entends, certes, il y a des gens qui arrivent à garder les accents, mais il y a des gens qui arrivent réellement à adopter l'accent québécois. Moi, j'ai des gens dans mon réseau que quand on les parle,
Ça fait 20 ans qu'ils n'ont même pas voyagé. Ils ne sont plus allés dans leur pays d'origine, 15 ans. Ils sont québécois, ils sont canadiens. Eux ont des réseaux solides. Donc, c'est des gens que par le lien de la communauté, tu peux accéder. Puis, j'ai découvert aussi des professionnels compétents qui étaient capables d'expliquer les différents défis quotidiens dans leur entreprise. Donc, ça anticipe, ça aide beaucoup. Moi, je dis ne jamais négliger ça. Et puis, c'est des expériences de bénévolat qui comptent. Le bénévolat, c'est vraiment une vraie opportunité pour s'intégrer. Complètement d'accord. Un réseau que tu ne peux pas accéder, propose-toi comme bénévole. C'est la stratégie que j'ai dit aux gens. T'en vas, tu es bénévole, tu ramasses des chaises, tu fais tout ce qu'on te donne à faire, mais les gens que tu rencontres, après, ça devient facile. Il y a des gens qui ont commencé du bénévolat et puis qui sont devenus des professionnels dans la même organisation. Donc ça, au Canada, oui, au Québec, je trouve que le bénévolat est très valorisé. Puis on le voit, même en entrevue, on vous demande souvent ça et 2 fois, on reconnaît le bénévolat et puis il y a des prix. Parce qu'il y a même maintenant des centres d'action bénévole et puis ils donnent souvent des prix de reconnaissance, formes d'intégration. Donc, moi, je trouve que c'est... Mais la communauté, c'est bon de rester en contact, mais il ne faut pas se limiter. Et si on vit ces moments-là et puis on est dans le réseau communautaire, on peut facilement tomber dans le piège de chercher que des zones de confort. Donc, je veux juste avec les gens de la communauté parce que tu ne seras pas jugé, parce que tu n'es pas intimidé dans la façon de parler. Et ou s'ouvrir à d'autres réseaux, ça peut être difficile, mais il faut avoir le mix. Donc, il faut être capable, un peu comme la nourriture. On peut manger de tout, mais des fois, il y a des bouffes que tu veux manger parce que c'est comme c'est spécial. Ça te réconforte. Merci. Donc, je pense que l'intégration culturelle va avec ça parce que moi, je le vois comme un pont de partage des communautés. Je ne vois pas quelqu'un qui dit qu'il va s'intégrer au Québec et s'oublier. Moi, je n'y crois pas du tout. Il faut rester toi-même parce que c'est ça qui fait ta richesse sur la terre québécoise. Si toi, tu ne restes pas toi-même, tu n'apportes rien. Donc, il faut rester toi-même, mais être capable de se rejoindre sur les valeurs communes, les valeurs de partage. Qu'est-ce qui nous permet de vivre ensemble? Mais sinon, soi-même, c'est la plus-value. Et j'y crois fort qu'on apporte de l'innovation en tant qu'immigrant dans les façons de voir du Québec. Et une citation que j'aime bien qui dit « La contradiction, c'est le moteur de l'action ». C'est qu'on est capable de contredire les gens dans leur pratique, les zones de confort, qu'on est capable d'avancer les choses. Puis si le Québec devient international, le Canada s'internationalise, ben, l'immigration devient un grand avantage parce qu'ils ont déjà fait l'expérience de la diversité et de savoir interagir avec plusieurs cultures. Absolument. J'espère que quelqu'un du gouvernement entend ça. C'est ce genre de message qu'on veut absolument promouvoir. Merci. Puis c'est tellement vrai. C'est ça, ouais. C'est clair. Ouais, on voit que entreprendre ici est entre de bonnes mains. C'est rassurant. Mais oui, effectivement. Et toi, Paloma, est-ce que justement tu restes en contact avec la communauté brésilienne? Est-ce qu'elle t'a aidé aussi dans ton intégration? Oui, mais je pense que j'en rejoins plusieurs points qu'Ibrahim a mentionné. Pour moi c'est côté personnel et côté en fait professionnel, comme j'accompagnais de nouveaux arrivants dans les cadres d'emploi. En fait, moi, j'ai appris aussi un peu à adapter mon discours parce que ça dépend aussi, je pense, beaucoup d'où tu viens, si tu es francophone ou pas, si tu as appris la langue déjà ou pas, ou aussi vraiment si tu viens en célibataire, si tu viens en famille, si tu es un jeune couple, si tu es un jeune avec une famille. Je pense que moi, j'essaie d'adapter un peu de tout ça aussi parce que c'est, par exemple, je travaillais beaucoup avec des employés dans la tech, dans les jeux vidéo et maintenant vraiment des entrepreneurs de partout, de tous les domaines. Et en fait, c'est que je vois que ça dépend beaucoup de la personnalité, ça dépend de leur culture de base. Mais c'est sûr que oui, il faut se surpasser, il faut sortir de la zone de confort. Il faut, oui, chercher sa communauté, mais il faut, comme je pense, les mots cacher un peu oui, c'est l'équilibre des stratégies de tout ce que tu disais, Ibrahim. Parce que les stratégies, dans le sens, pour mes employés, quand ils venaient en famille, et ils avaient des enfants ou pas, ou c'était juste un jeune couple, et l'employé, il parlait la langue, il parlait anglais, il parlait plusieurs langues, mais la conjointe ou les conjoints, non. Moi, j'ai essayé de les expliquer que c'est quand même une démarche ensemble. Donc, parfois, par exemple, pour les conjoints ou la conjointe, c'est important d'aller chercher la base et les conforts de leur communauté parce que ça va, donc, ils vont rencontrer des gens qui se ressemblent et ils vont pouvoir vraiment, OK, je suis pas toute seule ici, j'ai quand même une communauté, mais il faut ne pas rester dans la zone de confort et il faut aussi, OK,
qu'est-ce que je veux faire? Bon, j'accompagne mon époux, mon épouse, mais qu'est-ce que moi, je veux faire ici? Parce que souvent, c'est ça, quand j'accompagne de nouveaux arrivants, c'est aussi la famille, c'est la conjugaison familiale qui change. Si c'était un célibataire, bien sûr, c'était pas sur mesure. J'ai expliqué un peu de tout et je disais, c'est selon vous et votre personnalité, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, prenez ces informations et choisissez. Mais je disais, par exemple, pour un célibataire qui ne parle pas anglais, ben, OK, il faut s'exposer au français. Donc, peut-être ta communauté, c'est vraiment ici au travail. Donc, parle avec tes collègues de travail, pas juste ceux qui parlent ta langue maternelle. Essaie de parler avec des Québécois. Essaie de manger. Essaie de proposer une activité ou de voir quel sport ils font. Donc, ça dépend de la saison. Donc, voilà, il faut vraiment adapter un peu les stratégies. Mais je pense que c'est ça que je parlais. C'est sûr. Après les réseautages, c'est sûr que les bénévolats, oui, c'est une grande richesse ici, je pense, j'ai trouvé au Québec. Peut-être chaque pays a sa façon de le faire, mais ici, c'est vraiment une richesse parce que ça t'expose à des communautés parfois que tu ne connais pas. Ça te permet vraiment de se sentir aussi utile dans cette communauté d'accueil. Donc, c'est pas juste toi qui viens arriver et que tu as besoin de... Tu sens vraiment, OK, j'apporte une différence. Même que c'est, oui, en effet, pour mettre des chaises, pour aller chercher un verre d'eau. Donc, c'est une richesse ouais, d'ici. Absolument. Avant de conclure, je serais curieuse de savoir un peu, vous, justement, tu sais, Ibrahim, tu as parlé un peu de cette tension entre rester soi-même, s'adapter. Tu as parlé aussi de comment tu t'es sentie, Paloma, avec justement le fait d'aider d'autres gens, etc. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez, comment vous vous sentez par rapport aux nouveaux arrivants? Des fois, justement, en tant que nouveau arrivant qui est là qui n'est plus un nouvel arrivant, en fait, on se sent responsable des nouveaux, on veut leur éviter les erreurs qu'on a connues. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça, personnellement? Personnellement, je me sens engagé. En fait, je suis vraiment engagé parce que pour moi, la question de partager mes expériences ou de partager des astuces ou des conseils avec des nouveaux arrivants, par exemple, pour moi, c'est une question d'engagement. C'est même pas aujourd'hui, par le travail, j'ai une mission beaucoup plus globale de contribuer à un changement ou à une amélioration systémique plus globale. Mais à titre personnel, dans mon réseau de proximité ou n'importe quel immigrant que moi je rencontre, s'il me dit que tu es nouvel arrivant, j'aime prendre le temps d'avoir la conversation parce que je sais qu'il y a des petits pièges que je peux l'aider à éviter très rapidement. Donc, je peux l'orienter. Il y a beaucoup que j'arrive à trouver, par exemple, des stages aisément dans leur domaine, à les mettre en relation dans des entreprises aujourd'hui avec mon réseau que j'ai. Il y a certains que je peux servir de référence aujourd'hui. Et puis, tout ça, pour moi, c'est utile parce que c'est quelque chose qui paraît banal, mais c'est pas banal. Ça prend beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver. Et quand ça devient simple, on explique au nouvel arrivant, ça peut l'éviter de reprendre les mêmes erreurs que soi-même qu'on a repris. Et puis, on s'est dit, chacun a son nouveau. Je me rappelle, quand je les vois, je revis des choses. Il y a des gens que je vois qui me disent, je m'en vais à Service Canada pour aller faire sa demande de numéro d'assurance ou quoi, tu sais, n'importe quel formulaire gouvernemental, et puis je comprends de quoi, et puis je peux comprendre ce que ça implique, ce stress des gens qui reçoivent des lettres de l'immigration et puis qui paniquent. Et des gens donc, tout ça, tu les dis, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis tu sais que cette présence, surtout psychosociale, elle est plus puissante que le reste, parce que c'est pas seulement technique, c'est psychosocial. Et deux fois, donner de l'empathie, comprendre la réalité de l'individu, puis de comprendre que l'individu, c'est juste se retrouver dans une situation, mais pas nécessairement, c'est pas son identité, c'est une situation qui peut nous arriver. Donc, je profite de mes expériences et puis je les partage. Moi, j'ai de la facilité à partager mes expériences et les gens ont tendance à m'inviter. Puis, il y a des gens qui m'invitent juste à prendre un café parce qu'ils veulent découvrir mon parcours, comment je fais et tout ça. Et puis, c'est avec aisance. Puis, deux fois, moi, je fais beaucoup de déplacements dans les régions. Je fais de la représentation régionale et puis, j'ai discuté avec les chambres de commerce régionales. Puis, deux fois, dans certaines activités, il y a certains qui viennent me témoigner, qui me suivent parce que tu m'inspires, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Puis là, on comprend qu'on a quelque chose qu'on fait qui a de l'impact sur d'autres. On participe à l'estime de soi de certains. Parce que moi, je pense que ce qui m'a aidé au Canada, c'est vraiment mes premières
expérience, m'inviter comme conférencier a boosté mon estime de soi comme ça. Donc ça, sur le thème du leadership et l'entrepreneuriat, ça fait que j'ai gardé ça, puis j'ai juste continué à cultiver que de l'expertise là-dedans, mais c'est un espace et une expérience qui a donné l'estime de soi. Et les immigrants, si tu étais dans une situation, par exemple, confortable dans ton pays d'origine et puis tu te retrouves dans cette vulnérabilité, c'est ton estime de soi, c'est ton ego qui est affecté. Et ça, il faut le protéger parce que ça y va de sa carrière. Donc, moi, je me donne comme objectif surtout de me concentrer sur l'estime de soi, aider la personne à savoir communiquer sa plus-value, ses valeurs et son potentiel au Québec. C'est très bien dit. Merci beaucoup. Et toi, Paloma? Ouais, c'est une question, mais pour moi, quand je pense à cette question, je pense à deux, en fait, facettes un peu de la question. C'est que oui, je me sens responsable, pas pour les gens en tant que tels, mais pour un peu l'image des immigrants. Donc, parfois, c'est double tranchant d'avoir ce genre de responsabilité parce que je ne suis pas vraiment responsable ou quand quelqu'un dans la roue fait quelque chose, ah, mais oui, c'est un latino, ah, mais oui, c'est pas un Canadien. Donc, c'est un peu double tranchant. Je comprends tellement. Ouais. Quand ils font pas la file dans le bus, moi, il faut que je me retienne de pas intervenir. Ouais. Et après, on les entend, oui. Donc, moi, je pense, je me sens responsable un peu de... C'est pas garder l'image pour garder l'image, mais je sens quand même une certaine responsabilité envers les gens aussi qui sont arrivés avant moi, soit de ma communauté vraiment ou tous les immigrants. Mais je pense, quand on pense au contexte politique aussi, ça m'effrousse, c'est toujours un challenge, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on est tous et toutes immigrants. On est tous et toutes venus de quelque part avant. Donc, c'est juste, je me sens responsable dans le sens de continuer à bâtir un bon environnement, mais aussi quand je me sens responsable, quand j'aide, oui, de Brésiliens, de Latinos qui ont des questions ou qui, oui, sont la semaine passée, je suis allée dans un événement et oui, il y avait un collègue on a pleuré ensemble à la fin parce qu'elle était vraiment dans le milieu de son CSQ Perdu, etc. Donc, je connais vraiment tous les détails parce que autant j'accompagne les immigrants vraiment dans tous ces questionnements, défis un peu, mais aussi dans les parcours vraiment d'immigration en tant que tel, les formulaires. Et donc, oui, j'ai dit, mais pleure pas parce que je vais pleurer aussi. Finalement, on pleurait ensemble, mais après, ça passait, on a arrêté de pleurer et on a dit, OK, c'est ça que tu vas faire. Moi, appelle-moi. Tu trouves tel document, tu vas m'appeler, on va faire ça. Donc, mais c'est aussi la responsabilité de voir jusqu'à où je peux y aller, jusqu'à où je dois aller. Mais si je me rappelle aussi, pour que je n'oublie pas, ma responsabilité, c'est aussi de ne pas de rappeler autant les immigrants qui sont là déjà depuis 10, 20, 30 ans, parce que oui, il existe, je trouve bien ton exemple dans ta propre communauté, des gens qui sont là depuis 20, 30 ans. Il y a parfois aussi des immigrants qui sont là, ils ne veulent plus participer aussi, parce que je suis déjà Canadien, je ne travaille plus ici, donc je veux pas, j'ai déjà fait ce que je devrais faire, laisse-moi tranquille. Donc, c'est de rappeler ces immigrants-là aussi que on est tous et toutes immigrants et que, en fait, c'est comme la démocratie, c'est pas un privilège, c'est un droit, mais c'est un droit qu'on doit toujours les garder, les conserver. Et il y a des moments dans l'histoire, comme actuellement ou en 2013, enfin 2013 aussi, je pense, mais aussi en 2019, quand il y a eu beaucoup, beaucoup de réformes d'immigration, c'est un moment de se rappeler qu'il faut toujours, en fait, surveiller un peu. Donc, même si tu es là déjà, ça fait 20, 30 ans, ben, bientôt aussi. Donc, actuellement aussi, il y a beaucoup de changements en Italie. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver partout. Et aussi, j'ai une responsabilité, je me sens, envers mes collègues, mes amis québécois ou canadiens. Avant que c'est la première fois que je votais. Donc, j'étais très, très... C'était émouvant, ouais, c'est sûr. Je pleurais aussi. Donc, oui, je pleure à chaque moment de la vie, oui. Mais même avant ça, en 2019, alors qu'il y a beaucoup de réformes d'immigration et depuis là, il y en a encore, c'est vraiment des moves politiques un peu. Moi, je rappelais aussi mes collègues canadiens et québécois et surtout mes employeurs.
là, moi, je ne vote pas encore, mais si vous considérez là que je travaille bien ou que votre collègue ou votre voisin ou la personne où tu achètes, tu t'achètes à la dépanneur, l'épicerie ou même ton médecin, on est une communauté qui est bâtie avec l'immigration, on va toujours l'être. Et même si on fait disparaître, je ne sais pas, tout le monde qui a eu 10 ans, qui sont devenus Canadiens, avant ça, on est tous on a des racines de quelqu'un qui est venu avant nous, qui a immigré. Donc, je me rappelle aussi, c'est ça, les Canadiens, je garde cette responsabilité un peu de rappeler aussi les gens nés ici au local, ou c'est ça, ou de me garder ça aussi pour moi, de ne pas oublier. Pour moi, c'est difficile parce que je travaille là-dedans vraiment tous les jours dans l'immigration et parfois, j'ai essayé de changer un peu. Ah, mais tu sais, beaucoup de réformes, c'est compliqué l'immigration, comment j'engage encore les gens qui veulent venir. Mais je bafouille à ça, je continue un peu. Je sens qu'il y a des jours que c'est une petite bataille vraiment parce c'est ça, il faut continuer d'encourager les immigrants, il faut continuer de bâtir le chemin et il faut, ce genre de discussion, oui. Encore une fois, merci pour le travail. Ouais. C'est ça, il faut continuer ouais, de pouvoir s'exprimer, exposer, échanger surtout. Ouais, dernier petit point, je pense, j'ai 3 mots. En fait, il y a à un moment donné, mon travail, j'étais super engagée dans les discussions et des projets de diversité et inclusion. Et je crée une petite abréviation et j'essaie et ça marche partout, je pense. Et c'est ça, je partageais avec mes collègues de travail. Donc, c'était EEC, c'était écoute, empathie et courage. Donc, je pense, mais surtout pour l'immigrant, mais en tant qu'humain. Il faut vraiment aller vers ça. Et les courages, oui, pour sortir de sa zone de confort, pour continuer, mais aussi l'empathie, l'écoute, oui. Donc, les échanges comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qui aide à bâtir les futurs du Québec. Donc, merci. Merci pour vos partages. En tout cas, je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites. Donc, je pense que ça va parler à beaucoup de nouveaux arrivants, d'immigrants ou de personnes qui sont là en première, seconde génération. Mais je pense que cette espèce de responsabilité-là, en tant qu'immigrant, on est beaucoup à la ressentir. Donc, je pense que c'est très beau de le rappeler. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Puis, j'espère que ça va parler à des personnes puis que ça va avoir un impact. Mais je suis sûre que ça va avoir un impact sur quelqu'un. Donc, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci on va mettre toutes vos informations en description, donc n'hésitez pas à les contacter. Ça marche. Merci beaucoup et puis de nous avoir invités. La dernière phrase que je peux dire, c'est dans le parcours, c'est faut apprendre à marcher. Pour tout immigrant au Québec, faut apprendre à marcher. Faut pas attendre de tout comprendre avant de se lancer. Apprends à marcher. C'est ce que je peux laisser comme mot. Merci. Merci beaucoup.